un nouvel élément qui apparaît maintenant sur le plan politique à l'intérieur de l'Union européenne, les macro-régions, pourrait être quelque chose d'intéressant, parce que ça a débuté un peu avec la coopération baltique, ensuite ça continue avec la stratégie du Danube, c'est toujours sous condition que ça ne coûte pas de l'argent, mais ça mobilise des énergies. Et maintenant, on est en train d'essayer de mettre sur pied, d'ailleurs avec la participation active de la France, une stratégie alpine, une macro-région alpine. Est-ce que ça pourrait être un coagulant régional à travers les frontières utile? C'est sûr que, en tout cas, du point de vue, je dirais, de quelqu'un qui vient d'écrire un bouquin justement sur l'art pitan et sur cet arc alpin, parce que la Savoie, hein, c'était le Val d'Ost, qui, rappelons-le, parle français, et toute la région française, et la Suisse romande, etc., c'est clair que ça a un sens, oui, bien sûr. Historique, et puis ça correspond à des zones économiques qui ont une unité géographique, quoi. De ce point de vue-là, moi je suis du même avis. J'ai présidé une grande commission mondiale là, pendant un an et demi, qui a sorti un rapport on l'a fait dans le cadre de l'Oxford Martin School, qui est des nouvelles écoles universitaires d'Oxford, sur les problèmes de gouvernance globale et de comment on traite les défis des générations futures. Et ce qu'on a fait, en gros, on a regardé de manière très clinique 10 sujets globaux qui ont marché depuis 30 ans et 10 sujets globaux qui n'ont pas marché. On a regardé pourquoi ce qui a marché, pourquoi ce qui n'a pas marché, n'a pas marché. Et parmi les leçons qu'on tire de cet examen clinique, il y a le fait que là où ça marche, c'est généralement quand il y a des coalitions qui sont sorties du système westphalien. C'est pas là où ça marche, c'est pas si vous laissez les États entre eux, surtout avec, disons, fait qu'il y a 200 États-nations souverains sur la planète d'aujourd'hui, et que, bien entendu, les vieux rapports de force qui simplifiaient les choses quand les riches étaient puissants et que les pauvres étaient faibles, ça change beaucoup. Et donc ça complique sérieusement le jeu. Par contre, là où ça marche, c'est généralement quand il y a une coalition entre une autorité publique généralement, souvent infra-étatique, c'est-à-dire des régions ou des villes. Et en réalité, c'est les villes qui sont apparues comme l'élément de la gouvernance publique qui s'est développé au cours des 30 dernières années, c'est les villes. Et notamment les mégapoles. C'est un système d'ordre un peu hanséatique, quoi, hein. Et ça, c'est un des effets de la globalisation. Donc des institutions publiques, le plus souvent non étatiques. Et le fait est qu'il y a 50 villes sur cette planète qui sont plus souveraines que beaucoup des 200 États-nations souverains de cette planète. C'est une réalité politique. La société civile et des acteurs du business. Et donc moi je crois beaucoup qu'il faut passer par ces coalitions qui, d'un certain point de vue, sont beaucoup plus efficaces et qui, à l'inverse des théories de gouvernance globale, dont j'ai été un des acteurs, commentateurs, théoriciens depuis 20 ans, et j'ai longtemps pensé que la gouvernance globale, c'était de globaliser des problèmes locaux. Je pense que ce qu'on démontre, correspondait à une intuition que j'avais, mais c'est mieux quand on peut la vérifier, c'est que la solution, c'est plutôt de localiser les problèmes globaux dans des structures de ce type, parce que à ce moment-là, vous ne vous heurtez pas à ce fameux problème de la légitimité. Et c'est à la fin du fin, c'est ça qui compte. Ça s'appelle comment? Oxford Martin School? Oui, ça s'appelle Oxford Martin Commission for Future Generations. Tu trouves ça sur le site de l'Oxford Martin School, et on en a downloadé 590 000 à la fin de... Oui, comme M. Martin, oui. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire qu'on arrive finalement à une constitution européenne pour que cette Europe ne soit finalement pas que économique, et que ce sentiment d'appartenance des peuples, justement, et même pour la Cour de Karlsruhe, accepterait plus les décisions européennes s'il y avait une suprématie juridique aussi? On a une constitution européenne. Oui, mais peu importe le nom.
Oui, bien sûr. Mais bon, Là, on a un texte par lesquels les États membres de l'Union ont accepté de mettre en commun leur souveraineté. Leurs textes nationaux organisent les modes d'exercice de leur souveraineté nationale. Ils ont un instrument juridique qu'on peut appeler constitution, traité, pacte, comme on veut, mais qui organise les pouvoirs publics européens. oui, bien sûr, mais pour beaucoup de juristes, c'est un traité et pas une constitution. Une constitution, ça fonde un État, un traité, ça fonde une organisation internationale, donc les mots sont lourds de sens. Non, parce que là je ne suis pas d'accord avec vous, parce que, si vous voulez, les traités européens constituent un État européen, en ce sens qu'ils constituent un espace politique autonome, et à la différence du monde des traités, c'est-à-dire du monde westphalien classique, disons version Convention de Vienne sur les traités, l'espace européen autorise de la régulation et des obligations sans repasser par le traité à chaque fois. Le modèle westphalien, c'est les États-nations sont souverains, et à chaque fois qu'ils contractent des obligations les uns vis-à-vis des autres, ou que leurs citoyens, et donc eux, leurs citoyens via eux acceptent des obligations, il faut repasser par un traité. Le système européen est différent. Dans le système européen, vous n'êtes pas dans la coopération intergouvernementale. Vous avez un étage d'exercice d'un certain nombre de compétences. Le droit européen s'applique directement dans les droits nationaux, ce qui est totalement contraire au système westphalien. Dans le système westphalien, le droit international ne se transforme dans le droit national que si chaque acte a été ratifié par un traité. Donc c'est un concept tout à fait différent. Et il y a une forme de pouvoir européen, en ce sens qu'il y a des autorités européennes, que ce soit le Parlement, que ce soit le Sénat, que ce soit la Cour de justice, qui a joué un rôle très important dans le ciment juridique de la construction européenne, ou que ce soit la Commission qui prend des décisions. Alors, quand la Commission prend une décision en matière de concurrence, il n'y a pas besoin de la faire ratifier par les 28 États membres. Elle s'implique, bing, d'un seul coup. Et donc, de ce point de vue-là, c'est tout à fait différent. Là où il y a encore une fois, là où il y a un problème, c'est dans la qualité de l'appartenance à cet espace politique.